200 millions d'euros, c'est le montant d'un accord pouvant permettre au Sénégal d'installer une usine de production de vaccins contre la Covid. Il est mis à disposition par plusieurs pays européens et les États-Unis. En RDC, le mouvement citoyen Lucha prévient. La nouvelle loi sur la CENI peut générer des tensions. Il y a risque de crise majeure, affirme la Lucha. Madagascar sous le poids de la famine, c'est l'un des inconvénients du changement climatique. Médecins sans frontières est au chevet des populations. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce journal. Le Sénégal, plusieurs institutions et pays européens et les États-Unis notamment annoncent la signature à Dakar d'un accord d'un montant de 200 millions d'euros. L'objectif, financer l'installation dans ce pays ouest-africain d'une usine de production de vaccins contre la Covid-19 et d'autres maladies endémiques. Images et sons. Cet accord est signé alors que l'Afrique subit une troisième vague de coronavirus sur fond d'une rupture de vaccins anti-Covid, alors que les unités de production de vaccins y sont déjà rares. L'Afrique importe 99% de ses besoins en vaccins, selon un communiqué conjoint du gouvernement sénégalais et de la Team Europe, formé notamment de plusieurs pays et institutions européens, publié vendredi. L'accord de financement conclu vise à démarrer la production de vaccins à l'Institut Pasteur de Dakar pour réduire ses importations. On parle de 300 millions de doses de fabrication par an, ce qui est très important pour le Sénégal, mais pour l'ensemble du continent africain. On s'est engagé pour le premier trimestre, le président nous a dit, le premier trimestre déjà, de commencer à livrer une partie des vaccins et au plus tard, durant le deuxième trimestre, normalement, le Sénégal deviendra producteur et exportateur également de vaccins anti-Covid autour d'une plateforme qui nous permettra également de produire d'autres vaccins dont le Sénégal et l'Afrique auront besoin. La construction de l'usine de production de vaccins doit démarrer au plus tard en 2021 et 25 millions de doses de vaccins doivent être produits fin 2022. La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Belgique doivent contribuer au financement de cette opération aux côtés du gouvernement sénégalais et d'autres donateurs. Le projet devrait coûter au total quelques 200 millions d'euros, soit 130 milliards de francs CFA. L'usine de production de vaccins sera implantée dans la nouvelle ville de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, et va employer 300 personnes. L'écosystème qui va être créé ici, tout d'abord, avec des scientifiques, avec des bailleurs, avec de l'emploi qui vont être créés, mais aussi avec différents scientifiques, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, qui vont arriver ici. Ça va donner une dynamique à ces pays déjà dynamiques. Avec quelques 5,8 millions de cas et quelques 149 000 décès sur une population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est le continent le moins touché par la pandémie après l'Océanie. Le taux de vaccination y reste encore faible, avec seulement 2% de la population totale. Le mouvement citoyen Lucha a mis en garde contre le risque d'une crise majeure en République démocratique du Congo. Ce, après la promulgation d'une loi qui consacre la politisation, selon elle, de la stratégique commission électorale. Reportage. Selon une annonce faite en début de semaine par la télévision d'État, la loi sur la commission électorale nationale indépendante CENI a été promulguée par le président Félix Tshisekedi. Ce dernier a déjà exprimé son intention de se représenter à la prochaine présidentielle prévue fin 2023. Aujourd'hui, l'avenir paraît incertain. Les risques d'une crise majeure ne sont pas écartés après la promulgation d'une loi sur la CENI qui consacre la politisation de cette institution d'appui à la démocratie, a déclaré Bienvenu Matumo, leader du mouvement Lucha, Lutte pour le changement, dans une conférence de presse. En vertu de la nouvelle loi, le nombre de membres de la CENI est passé de 13 à 15, dont 5 désignés par la société civile, 6 par la majorité et 4 par l'opposition. En RD Congo, les 8 confessions religieuses officiellement reconnues désignent le président de la CENI. Ce choix doit ensuite être entériné par l'Assemblée nationale avant la nomination officielle par le chef de l'État. Le choix d'un successeur au président sortant de la CENI, Corneille Nangaa, avait provoqué en 2020 de graves tensions émaillées de violences qui ont fait au moins 6 morts.
En avril, les confessions religieuses avaient estimé que l'enjeu majeur de la nouvelle réforme était la minimisation de l'influence politique sur la centrale électorale. Pour les religieux, il convient d'éviter à tout prix un bureau contrôlé par une famille politique. Relancé depuis mars avec l'appel à candidature, le processus de nomination du nouveau président de la CENI et de son équipe n'a pas encore abouti. Le mouvement Lucha a appelé à l'organisation dans les délais d'élections libres, inclusives, crédibles et transparentes avec une CENI fortement dépolitisée. Un tribunal sud-africain a rejeté vendredi un recours de dernière minute formulé par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, âgé de 79 ans, pour éviter d'aller en prison en affirmant ne pas être compétent en la matière. Jacob Zuma, condamné la semaine dernière par la plus haute cour du pays à 15 mois de prison pour outrage, s'était finalement conformé à l'ordre des autorités en se constituant prisonnier dans la nuit de mercredi à jeudi. Le tribunal de Pietermaritzburg, qui avait consacré une audience à ce recours mardi, avait prévenu qu'il ne statuerait que vendredi, donc trop tard, pour influer sur le destin carcéral de l'ancien président. En l'occurrence, le tribunal a expliqué lors de la lecture de sa décision ne pas être compétent pour contester un jugement émanant de la plus haute juridiction du pays. Il est de notoriété publique que dans ce pays, il n'y a pas d'autorité supérieure à la Cour constitutionnelle et que cette décision ne peut être remise en cause par une juridiction inférieure. À partir de là, tout le dossier des arguments des avocats de Zuma s'effondre comme un jeu de cartes, a expliqué le tribunal, jugeant toutefois que les inquiétudes mises en avant sur la santé de l'ancien président ne sont pas étayées. Le tribunal a sévèrement dénoncé l'aventurisme judiciaire des défenseurs de Zuma, longtemps surnommé le président Téflon en Afrique du Sud, pour sa ténacité à échapper à la justice, qui cherche, selon lui, à l'entraîner à rendre des ordonnances fantaisistes. Zuma a par ailleurs sollicité une audience à la Cour constitutionnelle au sujet de sa sentence qui a été fixée à lundi prochain. Il devrait arguer une nouvelle fois de sa santé fragile et du risque à son âge de contracter le Covid derrière les barreaux. Jacob Zuma a été condamné pour outrage à la justice le 29 juin après plusieurs refus de témoigner devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État sous sa présidence. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, promet de ne pas ramener le pays dans la guerre lors d'un discours prononcé à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance, appelant à travailler ensemble pour amener le pays sur le chemin du développement. Suivons ensemble. 2 ans après son indépendance, le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une sanglante guerre civile opposant les forces du président Salva Kiir à celles de son rival Riek Machar, qui a fait en 5 ans plus de 380 000 morts, déplacé 4 millions d'habitants et a précipité le pays dans une grave crise humanitaire. Un accord de paix a été signé en septembre 2018, actant un partage du pouvoir. Les 2 hommes dirigeant le pays dans une fragile cohabitation, Salva Kiir en tant que président et Riek Machar en tant que vice-président. On my part, I assure you that I will not return you back to war again. Je vous assure que je ne vous ramènerai plus dans la guerre. Travaillons tous ensemble pour nous remettre de la dernière décennie et ramener notre pays sur le chemin du développement dans cette nouvelle décennie. Back to the path of development in this new decade. Salva Kiir a également salué le nouvel esprit de dialogue entre les 2 parties signataires de l'accord de 2018 qui a réduit l'énorme déficit de confiance qui existait avant. Les priorités du gouvernement sont le secteur de la sécurité et des réformes économiques, a-t-il ajouté, expliquant que ces 2 domaines permettront de stabiliser notre pays et d'assurer la croissance économique grâce à une augmentation de la production conduisant au développement socio-économique. Alors que de nombreuses régions sont en proie localement aux violences intercommunautaires, il a dit être parfaitement conscient que nous avons encore beaucoup à faire pour parvenir à la sécurité totale dans notre pays. Il a fustigé l'embargo sur les armes prolongé par l'ONU jusqu'au 31 mai 2022 qui l'empêche selon lui de fournir des armes nécessaires aux nouvelles forces de sécurité dont un premier contingent de 53 000 membres est prêt à être déployé.
Des cliniques mobiles de l'organisation Médecins sans frontières circulent à Madagascar pour aider les familles souffrant de malnutrition. Mais Médecins sans frontières indique qu'une approche plus globale devrait être adoptée pour traiter cette crise de la faim. Une famine aggravée par la sécheresse, le chômage et la Covid-19 a frappé les régions du sud de ce pays. Reportage. La famine à Madagascar fait des ravages, contraignant des habitants à manger des criquets, des feuilles, de cactus et même de la boue, a alerté vendredi un responsable de l'ONU en soulignant qu'il s'agit du premier pays au monde à expérimenter la faim due à la crise du réchauffement de la planète. La situation aujourd'hui, provoquée par plusieurs années de sécheresse, a fait dire du patron du Programme alimentaire mondial, qui s'est récemment rendu sur place, que cela ressemblait à ce que vous voyez dans un film d'horreur. Vendredi, la directrice générale du PAM pour l'Afrique de l'Ouest, Lola Castro, a évoqué une situation très dramatique lors d'un entretien par vidéo avec des journalistes à New York. Le pire est à venir, a-t-elle prédit. Nous avons des gens au bord de la famine et il n'y a pas de conflit, il y a juste le changement climatique avec ses pires effets qui les affectent gravement, a-t-elle ajouté, jugeant une action rapide plus que nécessaire de la communauté internationale. Ces gens ne contribuent en rien au changement climatique et ils en prennent l'entier fardeau à l'heure actuelle, s'est-elle insurgée. L'emprise de la famine est particulièrement importante dans le sud du pays. Il y a plus d'un mois, l'ONU avait déjà alerté sur une famine en progression mettant à risque plus d'1 million de personnes. L'île de l'océan Indien reste difficilement accessible à l'aide comme aux médias en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions qui l'accompagnent. Les agences humanitaires peinent aussi à sensibiliser sur la tragédie alors que les fonds manquent pour apporter suffisamment d'aide. Ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et passez un bon dimanche en compagnie des programmes de Sika TV.